Alors, cinquième question, pourquoi les sculptures et peintures rupestres? Alors, en fin de compte, à quoi servaient donc tous ces... Pourquoi allaient-ils sous terre à 100, 200 mètres, 300 mètres sous terre dans l'obscurité avec des torches pour ensuite dessiner des animaux? C'est vachement curieux parce qu'on ne voit pas trop le sens. Et là, vous voyez l'abbé Breuil, qui est un grand spécialiste, un des précurseurs de la préhistoire, des préhistoriens de l'époque, qui était un des premiers, et qui, lui, a dansé l'idée que moi je soutiens, c'est-à-dire qu'en réalité, c'était des temples de la chasse. Et que s'ils ont présenté tant d'animaux, c'est parce qu'en réalité, c'était des proies. Alors là, vous voyez Burian, un peintre qui s'était spécialisé dans les représentations de l'époque préhistorique. Eh bien, il est en train le bonhomme est en train de tailler une Vénus, parce qu'on a trouvé beaucoup de Vénus, mais qui était bien grasse. Vous voyez que manifestement, ils aimaient les femmes bien en chair, mais c'est peut-être aussi un lien avec l'enfantement, c'est-à-dire qu'elles avaient des réserves, et à cette époque, ça devait peut-être pas être garanti, alors qu'une femme grasse devait pouvoir enfanter plus facilement. Et puis, souvent, vous avez la tête qui est absente, et donc vous voyez là que c'est vraiment, la tête est réduite à la plus simple expression, c'est qu'en réalité, probablement, et c'est ce qui les intéressait, c'était pas la femme en soi, c'était plutôt le sexe. Donc c'est une autre vision des choses, c'était pas vraiment l'individu. Et en fin de compte, ce qui est curieux, qui a vraiment surpris tout le monde, et qui surprend encore, c'est qu'il y a très peu d'hommes et de femmes qui sont représentés. Quand il y a des femmes, il y a même parfois même pas de tête. Là, vous avez la dame de Brassainpuits, qui est quelques centimètres de haut, et qui pour une fois montre une tête, et sans doute quelque chose, une ornementation, un filet, je sais pas quoi, ou des nattes. Et donc, pour une fois, qui présente le détail, mais généralement, les femmes sont très peu représentées. Par contre, parfois, il n'y a que le sexe. Et puis, ce qui a été surprenant, c'est que alors qu'il y a très peu d'hommes et de femmes, ce qu'on attendait, eh bien, il y a une profusion de grands carnivores, et de grands herbivores. Alors les herbivores, bon, on comprend, parce qu'ils les mangeaient. Les grands carnivores, pourquoi? Et par contre, ce qu'il y a de surprenant, c'est qu'il n'y a pas de paysage, il n'y a pas de plantes, il n'y a pas d'insectes. Donc c'était vraiment, je pense, et là c'est avec la vision d'un éthologiste que je dis que certainement, c'était pas au hasard, c'est qu'il y avait un lien. Et ce lien, c'est que certainement c'était des temples, comme le disait l'abbé Breuil, des temples d'éducation à la chasse, c'est-à-dire qu'on amenait les chasseurs, les adolescents, on sait par les traces dans le sol qu'il y avait des adolescents qui venaient, et on montrait à la lueur des torches, ce qui va être très spectaculaire, les animaux qui apparaissaient, qui parfois étaient mieux représentés, comme vous l'avez vu, que ça. Mais là, je vous ai mis cette gravure, parce qu'on voit les flèches, et souvent, ça montre les endroits vitaux, c'est-à-dire l'endroit dans lequel il faut taper pour tuer l'animal. Donc, on pense, et parfois on voit le sang qui coule, les organes internes qui sortent, bon, c'est vraiment, on voit bien que c'est une chasse. Et donc, en réalité, ça devait être peut-être une éducation, un entraînement, une leçon de chasse qui était donnée. Et en même temps, il devait y avoir une religion ou quelque chose, enfin, des mythes qui tournaient autour de ça, probablement. Parce qu'en réalité, les chasseurs, c'était des chasseurs qui ne chassaient pas individuellement, c'était des chasseurs qui étaient coopérants, c'est-à-dire qui travaillaient en groupe, et comme ça, ils arrivaient à attraper du gros gibier, parce que vous ne pouvez pas, quand vous faites 50 ou 100 kilos, à tuer un mammouth ou je ne sais pas quoi, ou un éléphant. Donc, il faut être à plusieurs, et pousser l'animal dans un trou, dans une falaise, etc. Et là seulement vous pouvez arriver à tuer un gros animal. Par contre, quand vous avez trouvé l'astuce, le piège qui marche, après c'est très facile et vous avez beaucoup de viande. Et vous avez évidemment probablement toute une mythologie qui s'est construite autour de ces animaux. Et alors pourquoi des fauves, et pas uniquement des grands herbivores? Probablement parce que les fauves étaient des modèles, c'est-à-dire c'est des animaux qui étaient des spécialistes de la chasse et qui étaient sans doute des modèles pour ces hommes qui étaient des grands chasseurs
et qui toute leur culture tournait autour de la chasse. Et donc là, vous voyez, manifestement, ils avaient un culte de l'ours. C'est pour ça qu'on a vu des crânes d'ours bien rangés, et donc certainement, ils devaient avoir une sorte de religion qui permettait de s'identifier à l'ours qui est capable, c'était des ours de 3 mètres, hein, et donc qui était capable d'abattre des animaux énormes. Alors par contre, ce qui est le plus curieux, et c'est là qu'on voit qu'il y a un aspect mythologique et religieux, je ne sais pas, c'est qu'il y a des chimères, c'est-à-dire des assemblages d'hommes et d'animaux. Ici vous avez l'homme lion, c'est-à-dire le bas est un homme, le haut, la tête est un lion. Alors ce qui prouve que c'était pas un effet du hasard, une curiosité, quelqu'un qui a inventé ça pour s'amuser, c'est qu'à 50 km on a retrouvé quasiment la même image, la même sculpture. Donc manifestement ça avait une fonction et il devait y avoir un dieu homme-lion, c'est-à-dire le super chasseur auquel le chasseur s'identifie pour arriver à être aussi doué qu'un lion. Et là, vous avez sans doute, alors là on ne sait pas, c'est à Lascaux, cet dessin énigmatique, qui est celui d'un homme qui a des pattes d'animaux, qui a des bois comme un cerf, donc on ne sait plus si c'est un homme, si c'est un animal ou un mélange. On suppose, certains ont émis l'hypothèse que c'était des chamans, c'est-à-dire des sorciers entre guillemets, et donc, on ne sait pas, mais enfin, en tout cas, manifestement, ça tourne autour de la chasse. Et à Altamira, vous avez aussi quelques humains qui sont représentés, mais toujours pas directement, comme d'habitude, c'est-à-dire que ça devait être tellement banal, les humains, que ça les intéressait pas beaucoup. Ils s'intéressaient donc aux grands herbivores, qui étaient les proies qui rêvaient de tuer, et puis les fauves auxquels ils s'identifiaient. Et là, vous les voyez, c'est encore des chimères, c'est-à-dire un mélange d'hommes et d'animaux, mais en plus ils lèvent les bras, c'est-à-dire que manifestement ils doivent danser, et il est probable que dans ces grottes, il y avait une sorte de lieu où il y avait des danses et des chants. À Lascaux, par exemple, vous voyez ici un récit, on suppose, un récit légendaire de chasse. Vous voyez à droite le bison qui est en train de perdre ses boyaux, et puis qui a été sans doute touché par une lance, et puis vous voyez l'homme qui probablement a été tué, qui est en érection d'ailleurs, et qui a un bâton, on suppose, de commandement. Donc vous voyez qu'en réalité c'est une histoire qui est expliquée par le destin probablement, mais évidemment on n'en a pas la preuve. Alors donc, en réalité, si ils représentaient surtout des grands herbivores et des grands prédateurs, c'est pas un hasard, c'est qu'en réalité, ils considéraient que les grands herbivores, c'était la nourriture idéale, et les grands prédateurs, c'était les meilleurs chasseurs, c'est-à-dire les modèles. C'est en tout cas ce que je pense en tant qu'éthologiste. Et donc, en fin de compte, les hommes préhistoriques, c'était des grands chasseurs, et qui connaissaient les comportements des animaux, et donc, comme M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir, il faisait de l'éthologie sans le savoir. Et on a, maintenant, il y a des études qui sont faites pour essayer de voir, en tant que lieu de spectacle, qu'est-ce qui se passait dans ces grottes, et on s'aperçoit, est-ce que c'était des temples de la chasse, comme on le pense, et en réalité, on voit que l'éclairage, là, ce sont des chercheurs qui utilisent des torches pour éclairer, pour voir comment ça mettait en valeur parce qu'en fin de compte, avec des éclairages électriques, etc., on voit plus les détails, ceux qui étaient vus par les hommes de la préhistoire. Ici, vous avez des stalactites dans une grotte, et vous voyez, enfin vous le voyez pas, mais enfin je vous le dis, que dans ces stalactites, on a trouvé qu'il y avait des encoches, et sans doute qui étaient dus à des chocs répétés, et qui ont été ensuite recouverts de calcite, c'est-à-dire de ce qui se trouvait dans l'eau et dans l'eau qui coulait, et qui a recouvert ces encoches, et donc on peut les dater, et on s'aperçoit que ça date de cette époque, et en plus on s'aperçoit que c'est l'endroit de la stalactite où il y a un son très clair et très, très net. Donc en réalité, il devait s'accompagner avec une sorte d'instrument sur place pour danser et chanter. Alors donc, en réalité, comme ça a été fait sur ce dessin, ça devait être des spectacles son et lumière qui étaient destinés à l'émulation des clans de chasseurs qui se regonflaient et qui formaient les jeunes. Alors au néolithique, c'est-à-dire à partir de moins de 12 000 ans, là, d'un seul coup,
les animaux disparaissent et sont remplacés par des hommes armés. Et en fin de compte, à vers moins de 10-12 000 ans, c'est-à-dire au néolithique, quand on passe des chasseurs-cueilleurs aux agriculteurs-éleveurs, eh bien, d'un seul coup, alors que les guerres arrivent, c'est-à-dire qu'avant il y avait de la violence, mais il n'y avait pas de massacre, il n'y avait pas de charniers, il n'y avait pas de champs de flèches, c'est-à-dire des endroits où il y a eu manifestement des batailles. Et donc, à cette époque-là, comme par hasard, on voit plus d'animaux, on voit des hommes, et c'est des hommes souvent qui sont habillés qui sont manifestement des guerriers. Donc en réalité, vous voyez qu'à ce basculement, on passe de l'époque précédente, c'est-à-dire 300 000 ans, de chasseurs-cueilleurs, qui sont des grands chasseurs de gros gibier qui s'identifient à des fauves, à des grands prédateurs, d'un seul coup, à des hommes qui se battent les uns avec les autres et qui ne cherchent plus à chasser, parce qu'à cette époque-là, c'est l'agriculture et l'élevage, donc c'est un autre mode de vie. Donc vous voyez qu'en réalité, c'est un basculement culturel. Et donc, avant, on peut dire, comme on a commencé, qu'il y avait des milliards d'animaux et des milliers d'hommes, et puis aujourd'hui, c'est l'inverse. Donc c'est pas étonnant qu'on ait beaucoup de mal à se mettre dans l'esprit des hommes préhistoriques qui étaient obsédés par les animaux, et en particulier les gros animaux qui étaient leur spécialité, alors que maintenant, quand vous voyez que les humains plus les animaux domestiques, ça représente 96% de la biomasse des mammifères. Donc c'est pas étonnant qu'on arrive difficilement à se mettre à leur place, parce que la situation est complètement inversée.